amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Pour cette troisième émission avec Josiane Sbéro, à qui je dis avant tout bonjour Josiane. Véronique. Josiane, cette troisième émission va nous faire découvrir avec toi l'appel du large, parce qu'en fait, dès que vous avez eu quelques moyens avec Raoul, vous prenez les trois enfants dans la voiture, l'attente, et hop, on traverse l'Allemagne, on traverse l'Autriche, et il y a un passage qui est très sympathique avec Frau Elisabeth. On traverse carrément le village qui a vu naître Elie Wiesel, Siged. Tout Et à en fait. fait, on arrive petit à petit comme ça dans la Yougoslavie de Tito. Ah, la Yougoslavie de cette époque, ce n'est pas la Yougo d'aujourd'hui, évidemment. Absolument pas. La Yougoslavie de l'époque, c'était 1500 kilomètres, une route à deux voies d'un bout à l'autre de la Yougoslavie, et surtout 3 millions de Turcs allemands qui, au moment des vacances, en même temps que nous, puisque ce sont les vacances scolaires de deux enseignants, repartent en Turquie avec non pas des voitures, mais des déménagements voitures, c'est-à-dire des vents avec au-dessus des frigos, des machines à laver. Et pour traverser ces routes, très régulièrement, il y a une voiture qui est mal chargée, qui capote, il y a une machine à laver qui vous tombe sur la tête. Pas le moindre endroit pour pouvoir s'arrêter parce que les enfants ont besoin d'aller aux toilettes ou autre. Sur 1500 kilomètres, vous devez rouler, vous ne devez pas vous arrêter. Et quand enfin vous vous arrêtez quelque part, parce que vraiment les enfants ont faim, il n'y a rien dans les magasins. Il n'y a strictement rien dans les magasins. Les gens font la queue le matin pour 4 yaourts, un petit bout de pain. Il y a, une heure après, il n'y a plus rien dans les magasins. Donc on a découvert, puisqu'on est allé 30 fois, on a fait 30 fois l'aller-retour. Pendant 20 ans, on a fait l'aller-retour, donc 40 fois. Ça a été une découverte qui devenait de grands éclats de rire, mais c'était quand même dramatique Bien parce sûr. que, à reprise, nos voitures sont tombées en panne en Yougoslavie, et quand les voitures tombaient en panne, ça hurlait, la police arrivait, vous jetez dans le fossé du côté de la route. C'était très, très, très dangereux. En fait, on était inconscient. C'était extrêmement dangereux, surtout qu'en réalité, au départ, on traînait une caravane, et puis ensuite, on a traîné un bateau. Ces voyages-là, les enfants s'en souviennent avec... ils n'ont pas gardé un bon souvenir des séjours, des voyages en Yougoslavie. Par contre, la population nous a beaucoup touchés dans ces pays. Beaucoup, beaucoup touchés. Une population très différenciée, c'est-à-dire que en haut, à Ljubljana, etc., très italienne. Au centre, du côté dans le cœur du pays, c'était des Slaves qui souffraient beaucoup du communisme, de l'appauvrissement du pays. Mais quand on arrivait du côté de Niš, c'est-à-dire dans le Kosovo, c'était très arabisé, euh, pas très sympathique parce qu'on recevait des pierres sur les voitures, etc. C'était assez méchant. Donc, il n'était pas question de s'arrêter. On ne pouvait pas faire du tourisme en Yougoslavie à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est tellement un beau pays. Nous avons quand même fait du tourisme au retour, parce que comme je le raconte dans mon livre, les Yougoslaves allaient beaucoup en Grèce pour les vacances, et les Yougoslaves adoraient le café. Les Yougoslaves étaient des consommateurs frénétiques de café, mais ils n'avaient pas le droit de ramener du café dans leur coffre, puisqu'à la frontière, on le leur confisquait. Donc, nous étions devenus au retour, tous les ans, les transporteurs de café. C'est-à-dire qu'on remplissait le coffre de café et on faisait la tournée de tous les amis yougoslaves à travers le pays. Et là, nous avons découvert la beauté de la Yougoslavie du côté de Dubrovnik, du côté des côtes, du côté des îles, etc., du côté des montagnes, du côté de Rijeka et autres. On a appris à très très bien connaître le pays en dehors de la nationale et surtout connaître les Yougoslaves. Et j'ai quelques souvenirs des Yougoslaves pour nous dire merci. J'ai sur ma bibliothèque un souvenir dont je ne me sépare jamais, la dentition d'un poisson. C'était un pêcheur qui avait gagné le premier prix. Il me dit, voilà, je vous donne ce qui me tient le plus à cœur, la dentition d'un poisson qui lui avait fait connaître le premier prix. C'était le genre de Alors, cadeau qu'on... Josiane, tu rappelles d'ailleurs une petite histoire. Le maréchal Tito qui va dans une école et qui s'adresse à une petite fille. Enfin, en tout cas, c'est une histoire, hein.
Heureuse petite fille qui a la Yougoslavie pour maman et Tito pour papa. Que voudrais-tu pour plus tard? Et l'enfant de répondre, devenir orpheline, mon général. C'est une histoire que tous les Yougoslaves racontaient. C'est vraiment une histoire, c'est l'histoire communiste, l'histoire rigolote des Yougoslaves communistes. Et On riait enfin, après cette belle découverte, parce qu'il y avait aussi des paysages très forts dans les montagnes, hein, vous arrivez en Grèce. Enfin! On arrive Et alors là, la enfin. Grèce, alors que tout le monde vous dit, mais vous êtes complètement, mais vous êtes givré, qu'allez-vous faire dans ce pays avec les colonels et la dictature? Et quelque part, on découvre dans le livre qu'il y avait quand même un fil conducteur pour la Grèce, hein. Nous Il étions y avait Salonique persuadés, au en bout. arrivant par le nord de la Grèce, d'arriver à Salonique. Mais à Salonique, on n'a rien trouvé. Rien. Rien de juif. Il n'y en avait pas. Nulle part. Personne ne savait ce que c'était. On ne savait même pas qu'il y en avait eu. On a été étonnés. Donc, on a poursuivi jusqu'à la mer, en Chalcidique. Et là, ça a été le début de 20 années de proximité extraordinaire. Sans le savoir, nous sommes arrivés, vous avez, les uns et les autres ont vu le film Z. Et dans le film Z, vous avez ce fameux député Lambrakis. Et donc, nous sommes arrivés, en fait, là où nous sommes arrivés, à Sani, en camping, nous sommes arrivés dans le lieu de tous les amis de Lambrakis, de ceux qui avaient lutté à ses côtés, de tous ceux qui étaient ses amis intimes. Donc, c'était tous des intellectuels de haut niveau, des professeurs d'université, professeurs de théâtre classique, polytechniciens, archéologues, et qui étaient simplement au camping, des, le directeur du camping, qui était un archéologue extrêmement connu, un philosophe, qui est le maître à penser de mon fils jusqu'à présent. Nous ne savions pas où nous étions, mais nous n'avons pas compris dès le départ, alors que nous étions dans un camping, et qu'en France, à l'époque, dans les années 70, un directeur de camping en France, on n'avait pas inventé le fil à couper le beurre, hein. Et là, on tombe sur un directeur de camping qui tout de suite nous parle de Rousseau, nous parle de Danton, nous parle de Robespierre, nous parle de la Révolution, parle en français, même si son français est cassé. Petit à petit, nous nous sommes introduits, mais très rapidement, nous avons compris que nous étions dans un trésor d'humanité, parce que sous les colonels, la période des colonels était très violente, très très violente. Des amis de nos amis ont été envoyés dans les îles. Il faut savoir quand même que quand on voulait les punir, on les enfermait dans un sac avec un chat, on les jetait à la mer. Il faut savoir les horreurs Ouais. qu'ont fait les colonels. C'est encore le totalitarisme nazi, fasciste. C'est terrible. Où que ça se trouve, les totalitaristes fascistes, ça nous a appris là aussi encore, la permanence. Donc on a découvert ces amis qui nous ont raconté, qui nous ont expliqué. Et la nuit sur la plage, en cachette, quand avec un harmonica, on chantait les chansons qui étaient interdites. On avait appris à discuter entre nous. Et là encore, comme j'avais appris quand j'avais 13 ans à ne pas dire à mes parents des choses pour ne pas les mettre en danger, on a très vite appris, y compris à nos enfants, à faire attention, à ne pas dire ce qu'il ne fallait pas, à ne pas utiliser les mots qu'il ne fallait pas. Nous avons vraiment vécu avec eux. Et nous avons vécu avec eux sur tous les plans. Parce que à l'intérieur du camping, nos amis n'étaient que des intellectuels de très haut niveau. Mais pour manger, on allait au village. Et au village, c'était la taverne. Alors, le village de Phokéa, c'est quand même qui était là. Le village de Phokéa, un trou. Peut-être 2000 habitants, mais un trou au bord de la mer. Mais Phokéa, ce sont les fondateurs de Marseille. C'est ça qu'il faut savoir. Or, qui étaient ces habitants de Phokéa, Néa, dans toute la Chalcidique, les villages s'appellent Néa. Comme nous avons recréé des noms bibliques dans les villages dans la reconstruction en Israël, ces Grecs ont reconstruit les villages parce que ce sont des Grecs que l'on appelle les Pontos, ce sont des Grecs d'Asie mineure, ce sont des Grecs très philosémites et qui ont, avec pendant 400 ans, des millénaires même, émigré avec Alexandre le Grand et qui ont donc vécu un Orient judéo, parce qu'Alexandre le Grand a été un ami des Juifs, qui a été un ami des Juifs qui était quand même notoirement connu. Donc, ils ont vécu
cette vie un peu juive, orientale, et tout le monde se moque d'eux en Grèce parce qu'ils sont orientaux. Ils sont, si vous voulez, on les prend pour les Belges, comme les Belges en France. Donc toutes les histoires drôles sont sur les pontos, etc. Et nous avons découvert des gens qui n'ont pas été étonnés de découvrir des Juifs en quelque sorte, parce que dans leur arrière-histoire, ils savaient ce que c'était. Et donc dans cette taverne, nous débarquons dans cette taverne qui est au bord de la mer, une très jolie petite taverne. Nous allons manger, nous sommes en 74, les Turcs se préparent à envahir la Grèce. C'est la fameuse crise de Chypre. Les amis grecs nous disent, vous devez partir immédiatement. Ils étaient terrorisés. Les Turcs arrivent, ils sont très violents. Partez avec vos enfants. Les Allemands qui étaient là, il n'y avait que des Allemands, nous étions les seuls Français. Les Allemands, tout de suite, leur ambassade leur a dit, vous pliez bagages, vous partez immédiatement. L'ambassade de France, comme toujours dans les conflits, il n'y avait personne à l'ambassade, personne. Donc, nous avons fait un vote avec nos enfants. L'une avait 3 ans, l'autre avait 5 ans. On reste. On a décidé de rester, puisque c'était démocratique, on avait voté. Là, nous sommes allés à la taverne et on voit la femme du tavernier en larmes. En fait, son mari avait été recruté par l'armée. Il était parti en Turquie et avec ses 2 jeunes enfants, il ne savait pas quoi faire. Donc, on a remonté les manches. Et avec mon mari, on a dit tout de suite, bon, l'esprit qui boot, et bon, on va être là tous les jours, on fait des pluches de patates, on fait le ménage dans la... Et pendant tout le mois de la guerre, ça a été notre premier mois, quand il est revenu à la fin du mois, le fameux Nico, et qu'il nous a retrouvés, ça a été un mariage de sang, en quelque sorte. Nico, pour lui, nous étions des frères, et nous sommes restés des frères Il le jusqu'à sa dit mort. d'ailleurs, il le dit dans une lettre après être passé par Paris, il dit, il y a une phrase qui est magnifique. D'abord, c'est un très beau danseur, un très bon danseur. Quand il accepte de se lâcher, à tel point qu'il arrive que tu dises à son frère, à Vassilis, voyant Nikos danser, Nikos ressemble à Zorba. Et dans un clignement d'yeux amusé, le frère Vassili répond, non, pauvre Zorba, des fois il ressemble à Nikos. Et vraiment, euh, Et ce qui est assez extraordinaire, c'est notre amitié avec Nikos. Nos intellectuels du camping ne comprenaient pas. Mais comment vous fréquentez Nikos? On leur disait, mais c'est un type extraordinaire. Et ils sont devenus tellement amis qu'ils ont pris une voiture et ils sont tous venus à Paris nous rendre visite après les colonels. Et ils sont tous venus au collège. Avec Aleko. Avec Aleko, avec Nico, avec tout le village. Quelle merveille! Et justement, vers la fin de ce passage, il y a Nikos qui déclare je suis comme les Sbéros, je suis juif, je peux être israélien, je trouve que c'est vraiment une identification totale. C'est Aleko, c'est le philosophe C'est qui dit Aleko, ça. pardon, c'est Aleko. Pour Nico, nous étions ses frères, ça ne se discutait plus. Quelquefois, il y avait certains jours, la taverne était fermée, elle était pour Nico et les Sbéros. Et sur la plage, une fois, sont arrivés des Français qui crevaient de faim. Et Nico, non, la taverne est fermée. C'est pour les sbirros. Et là, je lui ai dit, mais Nico, ce sont des Français. Ah, s'ils sont Français comme vous, alors ils ont le droit de venir manger. C'était, Et alors, c'était, tu rappelles que tu avais demandé à tes amis, toi et Raoul, à retrouver quelques familles juives de Salonique parce que ça vous tenait à cœur. Et on vous dit, ben, ils sont très discrets, ils se font pas, ils veulent pas se faire remarquer. Et par les relations sur la plage, on vient vous dire, vous savez, je crois que ce sont des Hébreux, je crois que ce sont des Juifs. Et petit à petit, vous avez réussi à assouplir les liens pour pouvoir les amener à parler. Et c'est magnifique parce que ça se termine carrément par un cadeau merveilleux que te fait dans la librairie qui t'offre. Molho, c'était la grande librairie. Puis Molho, la famille Molho, c'était des... Molho, oui, c'est Enfin, magnifique. C'est magnifique d'avoir, c'est vraiment presque une anthologie. oui, j'ai les 8 volumes, c'est Ben sacré. oui, c'est. Et alors, justement, Je voudrais quand même dire quelque chose de Salonique. Donc, les Juifs de Salonique n'étaient pas encore en communauté, puisque maintenant, ça y est, il y a une communauté construite, oui, etc. même une communauté juive bien installée. Hein. Plus rien. Mais quand on les a connus, on les a rencontrés, du coup, on était reçus dans les familles, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup vécu avec eux. Et on leur a expliqué ce que mon mari et moi, nous faisions dans la construction de la communauté et autres. Et en 88, David Frances, qui était un des responsables parce qu'ils ont construit une communauté, David Frances nous annonce qu'il vient à Paris nous voir avec un cadeau. Il est venu à Paris nous voir
Et le cadeau, c'était la première agada de reconstruction de la communauté juive de Salonique. Avec quoi était faite cette agada? Elle était faite avec les morceaux de pages de toutes les agadotes qui avaient été brûlées par les Allemands. C'est un cadeau Impressionnant. somptueux, somptueux, qui est sur notre table tous les ans Pour pour le Pessah. célébrer. Ça, Merveilleux. c'était important à vivre. Merveilleux. Alors maintenant, tu vas nous parler de ton retour à Sousse. Parce que tu décides quand même d'aller voir un petit peu ce qui te reste de cette, peut-être une nostalgie, mais aussi un embellissement, la mémoire. Et qu'est-ce qui se passe à Sousse? Je ne voulais pas y retourner, puisque depuis 60 ans, je n'y étais pas retournée. J'avais peur. Il y a eu un voyage organisé par l'association Adrumet, l'association des Juifs de Sousse, dont mon mari était un des fondateurs du reste. Et les enfants me disent, maman, on t'a inscrite. Je ne veux pas y aller. Maman, on t'a inscrite. Donc j'y suis allée. J'y suis allée et les enfants, je les remercie parce qu'ils ont très bien fait en réalité. Nous étions un autobus entier d'anciens Soussiens invités par la ville de Sousse, qui essayaient à un moment donné de reconstruire un petit peu l'esprit Oui, bourguibiste, l'esprit de liberté. Ce voyage, c'est quand même incroyable parce que j'en garde encore l'image. Nous avons débarqué à Monastir. Je suis sortie de l'autobus à Monastir. Ça me donne encore froid dans le dos. Brusquement, l'odeur, les sons, les sons en arabe, la couleur du ciel. Brusquement, j'étais chez moi, j'en ai pleuré, j'étais chez moi. Et cet autobus qui nous amenait de Monastir à Sousse, où nous avions notre hôtel dans les nouveaux quartiers de Sousse, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là où il y a tous les hôtels, le nouveau Sousse qui n'est pas le nôtre. Il y avait une journaliste de La Croix qui l'a écrit dans le journal de La Croix, qui a dit qu'elle avait l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique dans cet autobus. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, chacun hurlait. Mais c'est la librairie où j'ai acheté. Mais là, c'était le Motoprix. Mais là, c'était fermé. On hurlait les uns après les autres. On hurlait. Donc, ça a été un séjour très particulier. Je crois que ça a duré une semaine à peu près, où on était dans ces grands hôtels des nouvelles plages de Sousse qui ont été construites après le départ des Juifs de Tunisie. Les garçons de service dans ces hôtels étaient tellement heureux à mes côtés, parce que beaucoup d'entre nous, du coup, on reparlait en arabe, bien sûr. on relançait les plaisanteries, et les garçons nous disaient, on est tellement heureux avec vous. Il y avait cet esprit un petit peu de communauté, d'amitié, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais moi, il m'est arrivé quelque chose en plus que je raconte dans mon livre, qui est absolument extraordinaire. Quand on est arrivé, le groupe a été séparé. Tout le groupe est allé visiter je sais pas quoi. Et moi, les organisateurs arabes m'ont dit, vous, Madame Sberou, vous venez avec nous. Ah bon? Oui, vous venez avec nous parce qu'on a besoin de vous. On va aller à la radio. Ah bon? Toute seule, on m'a emmenée à la radio. J'ai été reçue tout de suite par le directeur. Et on sait ce que c'est quand même dans les institutions arabes. Donc, j'ai été reçue par le directeur et je suis dans le studio. Et on commence l'émission. Et on me questionne en arabe. Et à ma grande surprise, je n'ai aucune inquiétude pour répondre. Une langue que je n'ai plus pratiquée quand même depuis 60 ans. Je comprends, je réponds, et à un moment donné, on me dit, est-ce que vous aviez des amis? Oui, nous avions des amis, et là, je tairai les noms, évidemment, hein, parce que la Tunisie d'aujourd'hui, oui, nous avions une famille qui était une famille tellement amie que la maman, quand elle venait à côté de mon père, elle enlevait son haïk. Elle retirait son haïk tellement nous étions amis. C'est une grande famille dont le mari était même dans les hautes sphères de la politique, un mari qui lisait Rosenzweig dans le texte tout de même, Oui, et je dis le nom. Je dis, non, écoutez, j'ai dit le nom, mais enfin, on n'a plus de contact depuis 60 ans. 10 minutes après, on dit, il y a une surprise pour Madame Spérou. Et je décroche, et la personne au bout du fil me dit, tu es Lydia ou tu es Dina? Non, je suis Josiane. Et toi, tu es... Oui, et on hurle et on pleure. Cet ami était au bout du fil et on s'est retrouvé le lendemain avec sa fille. Ça a été un moment inoubliable. Et je lui dis, merveilleux. et je lui dis, explique-moi, comment ça se fait? Tu n'écoutes pas la radio? Elle me dit non, ni moi ni mon mari. Je dis, mais comment en 10 minutes? Elle me dit, écoute, Josiane, si je te raconte, il y avait un homme dans sa voiture qui écoutait la radio, qui téléphone à mon mari, qui dit, écoute, il y a quelque chose de très curieux là. Il y a une femme à la radio, de Radio Tunis, qui parle en français, qui donne le nom de ta femme de jeune fille et qui donne ton nom. Il y a quelque chose de drôle.
Et le mari répond, donne-leur immédiatement mon numéro de téléphone personnel. C'est merveilleux. C'est C'est délirant. merveilleux. C'est très beau. Et donc, bon, mais Sousse n'est plus le Sousse que tu as connu. Et les jeunes, justement, vous disent, mais vous, les Juifs, revenez, euh, on s'entend bien. Maintenant, il n'y a plus que des Russes. On ne les connaît pas, ces Russes. Hein? Et alors, il y a aussi un autre voyage qui t'a touché, c'est que tu pars en Israël sans Raoul. Raoul ne veut pas faire ce voyage, mais tu comprends après pourquoi il ne veut pas t'accompagner. Et ça, c'est très fort. Pour mes 50 ans, les enfants nous ont offert à tous les deux un voyage en Israël. Et Raoul n'a pas voulu, il s'est cabré, il n'a rien voulu savoir. Je suis donc partie seule. Ça a été très fort, très, 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 très fort. Ça a été une retrouvaille pour moi. Bon, la famille ne comprenait pas. Bon, depuis, évidemment, ça y est, à toutes les guerres, j'étais là-bas, j'ai fait beaucoup de militantisme, je suis retournée Bien souvent. sûr. Mais ce premier voyage de retour, ça a été un moment, c'était des épousailles de nouveau, des épousailles avec mon sionisme, avec ma terre, avec mon pays, avec ma réalité, avec mon identité, que j'avais un peu abandonnée pour mari et enfant, finalement. Mais pour rester dans la pensée positive, le même voyage a été refait avec Raoul. En fait, Raoul voulait que tu restes dans ton affect personnel en retrouvant Il Israël. avait compris. Moi, Hein? je m'en doutais pas, mais il avait compris. Ça nous aurait peut-être fait même une petite rupture, parce que je lui aurais dit, tu vois de quoi tu m'as privé. Alors que d'être toute seule, je l'ai fait, j'ai assumé, ça a été très dur, ça a été très violent et extraordinairement merveilleux en même temps. Et, et de retourner, alors à mon retour, Raoul m'a annoncé qu'en fait, nous allions aller en Israël en voyage touristique tous Pour les deux, enfin réaliser votre voyage de noces. 30 ans Et après. lui, qui n'aimait pas danser, a fait partie de toutes les soirées de danse parce que Josiane Sbero danse beaucoup. Et alors, tu précises dans ton livre que, en dépit de ton désir de retourner en Israël, vous êtes quand même resté en France et vous avez vu le climat social se modifier. Tu parles par exemple en 83, la guerre du Liban, où des amitiés se sont défaites, délitées. C'est le commencement de tout. C'est le commencement de tout, la guerre du Liban, parce que la gauche française, pour moi qui étais très à gauche, j'ai été élue plusieurs fois, j'étais socialiste jusqu'au cou, je le suis resté de toute façon. Mais quel socialisme! Et en 86, il se trouve qu'en Val d'Oise, la plupart des chefs d'établissement, nous étions, le Val d'Oise est un département d'émigration des Juifs des pays arabes. Il y avait les Égyptiens à Villiers-le-Bel, les Tunisiens à Sarcelles et ceux d'Algérie à Hermont. Donc, la plupart des chefs d'établissement, nous étions en réalité des Juifs d'Afrique du Nord. Et nous étions tous, comme à notre habitude, très politisés, socialistes, et très investis dans les syndicats d'enseignants. Nous étions tous chefs du syndicat de notre région. En 86, quand il y a eu la guerre du Liban, le tract du syndicat Unité Action, c'est-à-dire la tendance communiste, s'appelait Plus jamais ça. Or, plus jamais ça, jusque-là, c'était réservé à la Shoah. Bien Donc, sûr. à partir de là, les coupures ont commencé à se faire au sein du corps enseignant. Là, vraiment, la coupure au sein du corps enseignant, c'est la coupure de ce qui allait se dessiner dans la société française par la suite. Parce Et que c'était, en dépit de ça, Raoul Sbero, lui, ne veut pas de repli communautaire et il décide d'entreprendre. Et quoi entreprendre? Il devient président de communauté où il a été hyper actif. c'est-à-dire que finalement, bon, c'est ça Raoul Sbero. Quand je dis que ça a été une évidence, j'ai épousé la cause de Raoul Sbero, donc par fidélité, je reste jusqu'au bout. Et j'y suis encore. Lui n'est plus là, mais je continue l'œuvre. En 83, il a décidé de créer une communauté juive, laïque, ouverte sur le monde, mais une communauté où on ferait de la formation sur le sionisme, sur la culture, sur nous avons formé cette communauté. Lui, il a été élu président de communauté. Nous avions une petite salle de classe qui nous servait de communauté. Et au bout de 5 ans, il avait réussi quand même par son travail à ce que nous ayons aujourd'hui un local immense avec une salle des fêtes, avec une magnifique synagogue et où nous avons œuvré complètement ouvert, c'est-à-dire totalement orthodoxe
sur le plan du principe, comme les Juifs ont finalement, comme nous vivions en Afrique du Nord, très juifs à la maison et dehors, je suis ouvert. C'est-à-dire que les Juifs les plus religieux dans notre communauté depuis 1983 à aujourd'hui n'ont rien à nous reprocher. Nous suivons tout à la lettre. Par contre, les Juifs les plus religieux savent que nous sommes en Val d'Oise avec des familles excentrées, avec des familles mixtes, avec des familles qui n'y croient plus, avec des familles qui ne sont plus juives, qui sont des survivants de la Shoah, mais qui ne sont plus juifs. La Ça nous pluralité, a en fait. permis d'avoir une immense richesse. Et moi, avec mes convictions et mon éducation, je me suis emparée de la jeunesse. Et depuis 83, j'ai fait de la formation au sionisme, j'ai fait de la formation à l'histoire de notre pays, mais ce qui est merveilleux, Raoul m'a construit de ses mains sur des planches de bois, etc. Maintenant, elle est magnifique, parce qu'à sa mort, je l'ai reconstruite. Il m'a construit une exposition qui s'appelle À la recherche du judaïsme, 60 panneaux qui me permettent d'expliquer en 3 heures que le judaïsme n'est pas une religion, que le judaïsme est une loi, un peuple, une terre, que cette loi a été donnée à ce peuple sur cette terre, que c'est une tentative de construction de l'humain entre ce que vous appelez Dieu et que nous n'appelons pas cette terre et ce peuple. On va essayer de construire la réalité humaine et de voir si ça fonctionne. Et donc, cela me permet d'expliquer tout le calendrier juif à partir de cette terre, à partir du climat de cette terre, d'expliquer à quel point la cacheroute, c'est une recherche de l'identité animale, de l'affection et de l'affectivité de l'animal, d'expliquer que les fêtes sont un rendu de l'écologie, mais bien avant l'histoire de l'écologie. Et cette exposition, j'ai fait beaucoup plus de 100 000 visiteurs. J'ai fait près de 4000 kilomètres en France. Je suis bénévole. Je dors chez l'habitant. Je vais là où on m'appelle. Je suis reconnue par l'éducation nationale. Je m'installe. Je suis à la disposition du public des écoles et je peux faire 8 à 9 heures de commentaires par jour. Je reçois, j'ai fait beaucoup d'émissions de télévision. Donc, Raoul Sbero m'a donné un outil. À sa mort, la ville a voulu créer une espèce de petit musée à la mémoire de Raoul Sbero, puisqu'il faut que je vous dise qu'à sa mort, la ville d'Hermont, où nous n'habitons pas, a donné son nom à la rue à côté de la gare, la rue Raoul Sbero. Et il voulait Oh, créer un musée ouvert aux écoles avec l'exposition sur le judaïsme et l'exposition sur la Shoah que Raoul avait fait. Il créait beaucoup d'expositions. La mairie n'a pas eu les fonds pour recréer. Donc, à la mort de Raoul, j'ai obtenu un petit fonds de la Fondation de la Mémoire et en l'honneur de Raoul, cette exposition qui pesait 150 kilos sur des panneaux de bois, elle est maintenant très souple, elle est imprimée, elle est sur Internet, elle est sur des panneaux très légers et je continue à me promener à travers la France malgré mon âge. C'est quelque chose pour moi qui est aujourd'hui extrêmement important parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons dire ce qu'est le judaïsme. Ce mais n'est pas Josiane, est-ce à dire que tu peux donner le site pour l'avoir sur Internet? Alors, le site sur Internet, non, mais en donnant mon adresse mail, je peux envoyer, parce que j'ai une revue de presse qui est faramineuse, je renvoie tout le dossier, parce que le dossier est gros, le dossier est Alors, je lourd. rappelle le mail de Josiane Sbero, j.sbero, Sbero s'écrit S-B-E-2-R-O, @orange.fr. Et en Et je dépit suis, de tout ça, Josiane, tu parles aussi de l'exode des enfants juifs des écoles, le problème ah, des enfants, et tu en parles, et c'est vraiment, alors que ce livre a été écrit donc il y a 5 ans pendant la pandémie, c'est d'une actualité criante, brûlante. Alors, la question qui termine le livre, faudra-t-il encore s'exiler pour les mettre à l'abri, ces enfants des écoles juives? alors, en fait, il y a à un moment donné un paragraphe qui se termine et je n'enlèverai pas un mot. Aujourd'hui, en France, on crie souvent, n'oublions pas qu'en 2014, on a crié dans les rues, Juifs, la France n'est pas à toi. En Tunisie, j'ai compris que ce n'était plus mon pays. C'est un pays tunisien, arabe, c'est fini, c'est la Tunisie, ce n'est plus mon pays. En Israël, puisqu'il paraît que je colonialise,
Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, avec ce qui se passe, je dis à toutes les ONG des droits de l'homme, chers amis des droits de l'homme, pour moi, juifs du monde, où, c'est ça la vraie question, où, que voulez-vous faire de nous? Jusqu'à quand? Quant aux enfants juifs, ils ont commencé à être expulsés des écoles à partir de 2003. J'ai écrit des livres là-dessus. J'ai écrit des documents là-dessus. J'ai fait des conférences à travers toute la France en disant attention, danger. Les enfants juifs chassés de l'éducation nationale se replient sur des écoles juives. En 1986, le journal Libération faisait une page entière pour vanter la qualité républicaine des parents juifs sur la qualité de l'enseignement donné à leurs enfants. Et il n'existait que 40 écoles juives en France. Il y en a 400 aujourd'hui. Je n'ai rien contre les écoles juives, c'est évident, je suis juive et je suis responsable de communauté. Mais je dis qu'il y a des départements entiers dangereux, comme la Seine-Saint-Denis ou le Val d'Oise, où il n'y a plus un seul enfant juif dans les écoles. C'est-à-dire qu'un petit enfant français qui va à l'école aujourd'hui pense que la France, il y a des musulmans et des non-musulmans. C'est extrêmement dangereux parce que dans la dualité, on construit un nouveau pays pour la France de demain où très certainement, avec cette exclusion des enfants juifs de l'école, il n'y aura plus de place pour les juifs en France. Parce que les Français de demain, qui sont à l'université aujourd'hui, et il n'y a qu'à voir les manifestations pro-palestiniennes, ce sont de jeunes Français universitaires. Ça vient de là. Ça vient de là. Il n'y a plus personne pour leur dire qui nous sommes. Ils n'en rencontrent plus. Ils ne savent même plus que ça existe. Pour eux, un juif, c'est un Israélien. Donc, je passe mon temps à travers la France sur ces conférences pour dire vous ne voyez pas l'immense danger que vous avez créé parce que les chefs d'établissement avaient la frousse et disaient je ne peux pas garder votre fils, mettez-le dans une école juive. Tout à Donc, fait. je crie au secours. Et je veux repartir dans les écoles avec mon exposition parce qu'en expliquant qui je suis dans mon exposition, j'ouvre les portes de la sottise, de la bêtise. Non, être juif, ce n'est pas exclure l'autre. C'est au contraire, respecter l'autre comme il est, pour ce qu'il est. Parce qu'être juif, c'est comprendre que on m'a donné ce livre, je le respecte, mais je n'exclus aucun autre. Mais C'est alors, très, très important. Josiane, n'est-il pas trop tard? Pour un juif, il n'est jamais trop tard, sinon nous sommes perdus. Oui, Nous mais n'avons pas le droit de à dire il est l'avenir, trop tard. tu vois, pour ces 400 écoles confessionnelles. Je dis que nous n'avons pas le droit. Je sais ce que je pense dans mon fort intérieur. Je n'ai pas le droit de clamer que je n'ai pas le droit. J'ai un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Gabriel Attal. Je dois avoir confiance. Je dois lui dire, j'attends de votre, je compte d'ailleurs lui offrir le livre et lui en parler. Tout le monde parle du rapport Aubin. J'étais avec Monsieur Aubin dans son bureau en 2005. Je suis la dernière qui l'ait vu. Je faisais une interview de lui dans son bureau et il m'a dit, Josiane, prenez l'interview parce que demain, je ne serai pas où je suis. Le lendemain, Monsieur Fillon le mettait à la retraite anticipée et fermée. J'étais avec Aubin. On l'a oublié pendant 20 ans, Aubin. Et aujourd'hui, on se rappelle Aubin, Aubin. Mais son travail était utile en 2005, quand j'étais avec lui, quand il a sorti ce travail. Aujourd'hui, il nous faut reconstruire. La marche a été un moment très fort. Et je dois dire, moi, ce qui est arrivé dans ma commune, précisément parce que je suis une communauté juive ouverte. Tous les 11 novembre, j'assiste à la messe avec le conseil communal de Taverny. Je suis à la messe de Taverny parce que j'estime que j'ai beaucoup de respect pour ma commune et pour les membres de ma commune. Eh bien, cette année, j'étais samedi matin, 11 novembre, puisque cette année c'était un samedi. Alors on va me dire, t'étais pas à la synagogue. Oui, j'étais à la messe parce que je respecte ma commune. Et j'entends le prêtre dire, l'église de Taverny est immense, elle est presque comme une cathédrale. Il s'adresse au public et il dit, frères chrétiens, aujourd'hui, la messe que j'ai à vous dire et à vous faire, elle tient en deux mots. Demain, vous êtes tous à côté de nos frères juifs à la marche. Voilà la messe d'aujourd'hui. Et vous voulez ne pas avoir du respect. Donc, nous étions à la marche avec les maires des 6 communes entourant ma synagogue, avec les conseillers municipaux, avec le prêtre. Nous avons pris le train ensemble. Et je n'ai pas marché avec ma communauté, j'ai marché avec tous les politiques qui entourent ma communauté et qui l'ont fait par respect pour la communauté juive.
voudrais dire à voix haute. C'est ça que Eh je veux bien, dire. voilà, Josiane, je crois que Monique Nakache, Radio JM, t'a donné vraiment le temps de t'exprimer. C'est extraordinaire. Hein, Merci et beaucoup. je trouve ça magnifique. Et si tu permets, je voudrais dédier ces trois émissions à tous mes amis gabessiens, Silou, Dany, Fabienne, que je te ferai retrouver. Merci Josiane Véro. Je rappelle l'école de l'exil aux éditions Ballant, à vous procurer de toute urgence et à lire et à relire. Merci Josiane. Si je peux dire, Monique, j'ai un petit problème parce qu'il faut le commander chez Amazon, etc. Il faut insister parce qu'il y a des problèmes de livraison, on ne le trouve pas dans les librairies. Et quand on l'a lu, l'éditeur m'a dit, surtout signaler, de mettre des petites croix de satisfaction quand on a aimé. Monique, merci aux éditions Ballant. Merci Daniel Herouet. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.